Alors Alex, vous publiez dans quelques jours un livre de la première à la dernière œuvre. C'est le titre de ce livre où on découvre une trentaine de portraits d'artistes de ton panthéon personnel. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu as voulu mettre en regard la première avec la dernière œuvre d'un artiste? Qu'est-ce que ça raconte? Mais je trouve passionnant les carrières d'artistes parce que moi, quand j'ai voulu en être un, j'ai écouté ceux que j'aimais bien, les humoristes, comment ils ont commencé, pourquoi ils ont fait ça. Et est-ce qu'il faut commencer jeune pour être un grand artiste? Est-ce qu'il faut être soutenu par ses parents? Est-ce qu'il faut être pauvre? Est-ce qu'il faut travailler tout le temps ou est-ce qu'il y a du génie? Oui. Et en fait, en choisissant ces 30-là, que j'ai choisis parce que je les aimais, mais aussi parce qu'ils n'avaient pas les histoires communes, on se rend compte qu'il n'y a pas de parcours. Rimbaud a fini d'écrire à 19 ans, Proust commence à 38, Picasso est soutenu par son père parce qu'il est prof de dessin, Frida Kahlo, c'est parce qu'elle se casse la jambe à 19-20 ans qu'elle dit bah, amenez-moi un truc rigolo, vas-y, prends les tableaux, prends la... Alors justement, oui. la preuve par l'exemple. La première et la dernière œuvre de Van Gogh, par exemple. Ouais. Alors explique-nous, donc ça c'est la première et la dernière. La première étant évidemment à gauche. En fait, c'est parce qu'il avait été travaillé, enfin, il était un peu ecclésiaste, il avait été rendre visite, il voulait se rendre compte du travail des mineurs au Borinage. C'est autour de Mons, si vous voyez la Belgique, donc c'est pas loin de la France. Et donc il est allé là et il dessinait correctement, mais il n'avait pas été, il n'avait pas le talent d'un Picasso. C'est-à-dire que Picasso à 5 ans, il dessine un oiseau, c'est parfait. Lui non. Et par contre, il Et alors la il voulait dernière raconter. œuvre? Et la dernière œuvre, ben, je crois même qu'elle est qu'il la termine et qu'il meurt dans les 48 heures qui suivent. C'est Auvers-sur-Oise, je crois. Et en fait, très récemment, on a appris que c'était sa dernière œuvre. Vous avez vu l'évolution quand même. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi de partir de la première à la dernière. Ouais, c'est génial comme idée. Alors, ça avait déjà été fait pour plein d'artistes peintres. Je trouvais que c'était intéressant de le faire pour tous les arts. Parce que je crois que c'est... D'où Johnny Hallyday, par exemple. Oui, Johnny Hallyday qui... Et belge. Parce que ce que je dis, si vous voulez devenir artiste, enfin si vous aimez les artistes, c'est intéressant, vous allez apprendre plein de choses. Mais si vous voulez le devenir, il y a à apprendre chez chacun, il faut prendre un truc. Et chez Johnny Hallyday, c'est savoir s'entourer. Il a eu le talent de choisir des compositeurs de chansons toujours brillants et toujours en cohésion avec leur époque. Donc, il a... d'époque en époque, il a été brillant. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu des trous. Mais il s'est chaque fois réinventé. Ce qui n'est pas facile. Il y en a qui se sont jamais réinventés. Ça veut dire qu'on ne s'améliore pas forcément au fil du temps. Il y a une théorie qui dit que normalement, un artiste est tout à fait créatif sur 10 ans. Et qu'après, il ne fait que se reproduire. Je ne sais pas si c'est complètement vrai, parce que par exemple, un Picasso, il y a eu des périodes. En fait, il a été brillant dans plein de périodes. Margot? Il y a le portrait de Dali aussi dans votre livre, qui a une importance particulière pour vous. Dali, c'était l'artiste dans toute sa splendeur et dans tous ses coups d'éclat. On va écouter un petit florilège. J'adore. Je suis extrêmement content d'être en direct, parce que chaque fois que je suis en direct, je tâche de profiter et d'abuser de la situation pour ne jamais répondre à aucune des questions qu'on me pose et pouvoir offrir à mes téléspectateurs les primeurs de mes idées authentiques, crues et délirantes. Ah bah, Ça vous fait génial rêver, ça au sens propre. S'il faut prendre un truc chez Dali, c'est le marketing de sa propre œuvre. Oui. Il est brillantissime là-dedans. Il a été acteur pour des publicités. Oui. C'est-à-dire qu'il sentait les choses. Et pour le coup, j'ai choisi lui. Je l'aime beaucoup parce que, à nouveau, je ramène toujours à moi gosse, mais donc ça ramène à ce que disait Lauriane tout à l'heure. Emmener les enfants au musée. Moi, on m'avait emmené. On allait donc en Espagne pour voir un peu le soleil quand Ostende était embrumé. Et mes parents m'emmenaient donc sur la Costa Brava. Et à Figueras, il y a la maison de Dali qui a un espèce de château improbable avec l'œuf, avec le canapé. C'est la bouche de Mae West, je crois, des choses comme ça. Et pour moi, c'est un des premiers. Je crois que j'ai encore vu le Paris Match avec mort d'un artiste. Donc pour moi, c'était un mec concret. Van Gogh, pour moi, c'était des tableaux, c'était pas un homme. Pareil pour les grands peintres historiques. Et lui, bah, je l'ai vu. Enfin, j'ai vu des interviews, même si j'étais pas né quand il a fait cette drôlerie que vous venez de montrer. Mais sur la fin, je l'ai vu. Il était concret pour moi. On va maintenant accueillir l'une des grandes stars du street art aujourd'hui. Il est mondialement connu. Il a des millions de followers. Ses vidéos ont été vues des dizaines de millions de fois. Sa particularité, il trace toujours 3 lignes blanches et courbées depuis une dizaine d'années sur absolument
tous les supports. Il a collaboré avec les plus grandes marques. Jordan, comment est-ce que ces 3 lignes, elles sont apparues dans votre vie? On va les voir apparaître à l'écran. C'était il y a plus de 10 ans. Oui. Elles sont apparues, mais je pense qu'elles étaient en gestation depuis tout petit déjà. Parce que je cherchais une règle d'or pour un peu représenter ce qui était autour de moi. Ou la nature, ce qui était autour de moi. Et en fait, j'ai cherché, mais j'étais beaucoup dans la ligne droite. J'ai cherché une grosse partie de ma vie, et jusqu'à 10 ans où j'ai abandonné la ligne droite pour la ligne courbe. J'en ai fait une première, une deuxième, une troisième. Et là, il y a eu un peu ce que disait Amanda tout à l'heure, une sorte de... D'orgasme? Non, pas tout à fait. mais vraiment ce truc-là de l'évidence, en fait. Quand je revois mes premiers dessins, d'ailleurs, je ne les ai pas encore montrés, mais j'aimerais vraiment les montrer, je me dis, mais comment j'ai pu parier là-dessus? Parce c'est vraiment pas beau, mais maintenant je les trouve, c'est précieux pour moi. Oui. Mais comment j'ai pu parier? Parce que c'était pas encore équilibré, c'était pas du tout harmonieux, mais pourtant il y avait déjà là cette petite règle là qu'il fallait encore travailler, encore et encore, et maintenant voilà, c'est après 10 ans de travail, quoi. Et alors, on a la chance et on a le bonheur justement de vous voir créer et de vous laisser créer une œuvre ici en plateau. Vous allez aller rejoindre le piano de Charlie et créer une œuvre avec nous en temps réel sur le piano. Mais en attendant, je vous propose à présent de faire un point sur l'actualité culturelle. C'est la Petite Galerie et c'est signé Karim Rarbage. De la vaisselle, des légumes et de la pâte à modeler. Des fois, je peux sculpter 4-5 heures par jour sans arrêt. Retour sur ce que l'art a fait de plus fou cette semaine, c'est la Petite Galerie. Et on commence avec le faux lolo. Cette semaine, focus sur Rob Stratti, un artiste américain qui a trouvé une façon originale de sublimer les accidents du quotidien. Ouais, il prend des assiettes qui ressemblent au service de ma grand-mère, il les fracasse et à partir de là, il prolonge leurs motifs directement sur un tableau, à l'encre, au gré de son inspi. Résultat, des compositions aussi fragiles que poétiques. Et nous, on a voulu savoir d'où lui est venue cette super idée, alors on l'a directement contacté. Ma femme a cassé une assiette dans la cuisine et soudain, j'ai eu une vision. J'ai souvent des visions et je me suis dit que j'allais faire quelque chose de cet accident. Yes, bravo pour la vision. Et avec une telle cote, Rob, il peut clairement dire merci à Madame Stratti. Suivez-le, c'est notre faux lolo de la semaine. Et on continue avec l'incruste. Aujourd'hui, on squatte l'atelier, enfin la chambre de Brice Savina, un artiste sculpteur qui fait des choses incroyables. Ouais, il a fait tout ça avec ses mains et à partir d'une matière un peu spéciale, l'argile polymère. La pâte ne sèche pas en elle-même, elle séchera uniquement quand elle est cuite. Yes, c'est ma boule. Chaque figurine lui demande 6 semaines de taf et il y met tout son cœur. Brice, c'est le rodin de la pâte à modeler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'ultra-réalisme, permettre de donner une émotion. Et ce cinglos est tellement perfectionniste qu'il a lui-même sculpté. De quoi sculpter? On ne trouve pas forcément les outils dans le commerce, donc j'ai réalisé moi-même certains outils. Donc ça, ce sont des aiguilles qui sont courbées, une corde de guitare courbée, des petites spatules, ce sont des clous qui sont aplatis. Le voir travailler, c'est de la satisfaction en barre. Regardez-moi ces détails, c'est complètement fou. Et le pire, c'est qu'artiste, c'est même pas son vrai taf. L'art, ça paye pas beaucoup. Alors, je travaille dans la banque, je suis conseiller financier, je m'occupe des sociétés. Comme quoi, on peut bosser dans la finance et avoir des émotions. C'est vraiment accessible à tout le monde. C'est vrai, d'ailleurs moi, je m'y suis mis et j'ai fait pas mal de progrès. Je vous mets au défi de distinguer ma sculpture de celle de Brice. Je vous laisse choisir votre préf et on termine avec la dinguerie. Aujourd'hui, focus sur Millie Bampini, une artiste peintre britannique spécialiste du body painting et du trompe-l'œil. Ses principaux supports, son visage, son corps, les objets qui l'entourent. Son truc, c'est de se camoufler dans son décor derrière une banane, un œuf, une aubergine ou un steak. Tout ce qu'il y a dans son frigo y passe pour réaliser ses performances dans un style qui lui appartient. Alors déjà, il y a du niveau, hein, mais Millie, elle adore se rajouter des petites contraintes techniques.
Yes, la meuf saute au pain avec sa bouche et même son nez, c'est plutôt balèze. Bon après, on comprend pas forcément toujours tout à ce qu'elle fait, mais on adore son énergie, sa liberté, sa douce folie. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Un commentaire, Philippe? Ah mais j'adore, elle me fait rire. Et bon, alors on disait l'art et le rire, ça va pas toujours ensemble, mais il y a des fois. Et ce qu'il y a de merveilleux, je trouve, dans l'art, c'est qu'on peut admirer les autres. Contrairement au sport, on n'a pas d'adversaire. C'est pas un match qui doit être remporté par l'un ou l'autre. Tout le monde. Il n'y a pas de concurrence. Je pense pas. Enfin, moi, je le ressens pas comme ça. J'aime. Dans la BD, en tout cas, vous n'avez pas de concurrent. Non, vous avez tout écrasé. Non. J'aime admirer, surtout. Oui. Il y a des choses que je n'aime pas, j'en parle pas. C'est pas la peine. L'art en général, c'est quoi? C'est de voir le monde tel qu'on ne le voit pas. Je pense que les artistes sont ceux qui voient différemment, ou qui proposent des visions différentes, qui ensuite font réagir. Chacun ensuite peut, à sa manière, interpréter, aimer ou ne pas aimer, ou rejeter. Mais en tout cas, c'est l'art de regarder quelque chose qui est le réel et de le transformer, de le décaler. Sylvestre, tu voulais nous montrer une archive? Oui, j'aimerais qu'on regarde ensemble une archive. Elle date de 1971. C'est le prix de l'espoir de la bande dessinée. Et alors, dans le jury, quand même, Uderzo, Goscinny, Gottlieb, Jean Giraud. Jean Giraud, c'est Mobius. Et on va écouter ce que le jury, justement, disait de vous, qui avait à l'époque 19 ans. Ce concours était réservé aux jeunes de 15 à 20 ans. Est-ce que vous pensez que chez quelques-uns de ces lauréats, il y a une possibilité de profession dans la bande dessinée plus tard? Oui. C'est certain, oui. Quand on voit un dessin comme celui-ci avec l'habileté professionnelle, et on peut dire que c'est une habileté professionnelle, ça n'a rien d'amateur, on peut dire que ce dessinateur, ce jeune, peut espérer travailler dans un journal pour jeunes. Je ne connaissais pas ce document. En tout cas, mais alors, qui est ce jeune homme? Il est quand même question de moi, là, je veux dire. Non, je vois Gottlieb. Effectivement, je revois tous ces... René Goscinny, évidemment, personnage tellement extraordinaire, ouais. qui a fait réellement... on voit là avec ma... C'est vous, là. Et tout ça, c'est une époque, effectivement, où j'ai rencontré tous ces grands dessinateurs que j'admirais en tant que lecteur et que j'ai pu côtoyer après. Et puis, c'est une époque mythique, celle d'un magazine pilote. Goscinny, vous l'avez quand même... vous avez essayé de l'avoir au téléphone, je crois, quand vous étiez... mais avant ça, vous aviez 15 ans. J'avais 15 ans. J'ai pris rendez-vous à la rédaction de Pilote, qui se trouvait rue du Louvre, donc en plein cœur de Paris. Et j'ai obtenu un rendez-vous, à ma grande surprise. J'y suis allé tremblant et j'ai rencontré René Goscinny et Jean-Michel Charlier, qui était aussi un très grand scénariste. Et voilà. En fait, ils m'ont donné l'envie de continuer et c'est comme ça que j'ai fini par faire ce concours. Quelques années plus tard, ils m'ont dit passe ton bac d'abord quand même. Voilà. Mais c'est assez génial parce que... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'est très bien, c'est très bien. On voit que tu as une passion pour le dessin, il y a des capacités. N'hésite pas, continue surtout, mais passe ton bac d'abord. On va maintenant retrouver l'homme aux 2 millions de followers, Jordan Saget, qui vient de terminer son œuvre. Je vais le rejoindre au piano. Jordan. Alors, tu peux nous expliquer ce que tu as fait? C'est évident. Oui, non. C'est moi. Alors, ce n'est pas un portrait de Charlie, mais là, on retrouve tout votre style et votre art de la composition. C'est ça, c'est ma signature visuelle. Et après, j'ai utilisé du blanc de meudon. C'est ce que j'utilise quand je fais dans la rue. En fait, c'est de la poussière de craie, de la poudre de craie en quelque sorte, qu'on utilisait au début du XXe siècle et encore maintenant d'ailleurs pour nettoyer les vitres. Donc je badigeonne à mélanger avec un petit peu d'eau avec mon rouleau. C'est ça qui met sur les magasins en travaux pour pas qu'on voit C'est ça, à travers. sauf que la grosse différence, c'est que du coup je le fais au rouleau en mousse. Du coup, ça laisse une petite particule très fine. Donc on peut avoir aussi un effet un peu diaphane et pas quelque chose de trop opacifiant. Vous restez avec nous. Nous avons la chance d'avoir l'un des meilleurs historiens et critiques d'art, Hector Obalk. C'est le 5 minutes chrono. Hector, c'est à toi. Georges Latour. J'ai passé 5 heures dans l'exposition à filmer l'exposition dans tous ses détails. Georges Latour, on ne connaît pas beaucoup de choses de lui. En gros, on ne sait rien de ce qu'il a fait avant l'âge de 28 ans. En gros, on ne connaît que 40 tableaux de lui. Et ce sont des chefs-d'œuvre, presque tous. En tous les cas, c'est une exposition qu'il ne faut pas rater, qui est au musée Jacques-Marandré. En tous les cas, c'est la meilleure qui est en ce moment à Paris. Georges Latour, il peint des vieux, il peint des pauvres, il peint des misérables. Voilà. Donc, c'est pas drôle.
C'est pas drôle, quand il peint les mendiants, il peint des mendiants, il mange à même le plat, en vérité, avec une petite cuillère faite avec de l'artichaut, enfin c'est pas très grave, des poux, ça s'appelle des pois. Regardez un petit peu les visages, regardez celui de la dame là qui est là, c'est sec, c'est sans complaisance, c'est sans concession, je dirais que c'est sans aménité, je dirais même. Vous avez vu un peu quelque chose de sec un peu là-dessus, dans les plis de ses veines dans le cou, dans le tissu amidonné, dans tout ça, vous voyez. C'est pas duveté. On continue, et c'est le même artiste qui peint aussi des mendiants musiciens qu'on voit là très bien. Regardez un peu le décor complètement nu. Tu vois un peu là comment est-ce qu'il a mis. Il y a des pavés, des pavés. C'est extrêmement beau. Comment est-ce qu'il peint le velours satiné. Comment est-ce qu'il peint le bois. Comment est-ce que cette personne qui doit, à mon avis, être malodorante, parce que pour bien montrer que on ne lui épargne aucun détail, il y a même des mouches qui viennent parce qu'ils doivent sentir mauvais ou un truc comme ça. Et puis il faut voir la tête de fou qu'il a, ce pauvre musicien. Ce musicien, on ne sait pas s'il crie, s'il souffre, s'il pleure. Il paraît même qu'il est aveugle. En général, ils sont aveugles dans les tableaux de Georges de la Tour. Ils sont aveugles et c'est comme ça qu'ils font leur mendicité. Le regard que Georges de la Tour a sur tous ces pauvres, si j'ose dire, tous ces mendiants, est assez cruel. Là, vous voyez des gens, on pourrait penser que c'est des musiciens, ils sont gentils, pas du tout. Ils se battent, c'est une rixe. Ils se battent à coups de couteau, à coups de flûte, à coups de... Regarde bien la tête qu'il fait, celui-là. Et il paraît même que, vous voyez, la main droite qui est là, elle tient un citron. Pourquoi elle tient un citron? Pour lui envoyer un jus de citron dans les yeux. Pourquoi elle lui envoie un jus de citron dans les yeux? Pour le dénoncer, pour dire, regarde, il fait croire que c'est un aveugle. Ce n'est pas un aveugle, puisqu'il plisse les yeux. Donc il a triché. C'est sans concession. Et puis, je continue, et c'est le même artiste qui peint là une scène beaucoup plus colorée, où il y a une Dupré. Vous avez bien compris qu'il y a une Dupré, puisqu'il y a un jeune aristocrate. C'est un des rares tableaux extrêmement colorés. C'est même le seul que j'ai pas pu voir à l'exposition. C'est comme ça. Mais c'est peut-être le seul manque de l'exposition. Regardez cette jeune aristocrate, il est entouré de bohémiennes. Si tu regardes bien, on voit bien qu'elles sont en train de lui voler ici la bourse. Là, il y a deux mains qui tranquillement, j'ai fait un gros plan pour que vous le voyez bien, coupe une chaîne pour lui voler, sans qu'il s'en rende compte, pendant qu'on lui lit les lignes de la main, pour lui voler sa chaînette. Tu montes là-haut, et si tu vois bien que les deux mains qui sont là, elles sont là sur la personne au teint albâtre. En effet, les bohémiennes ne sont pas toutes des tziganes, si je puis m'exprimer ainsi. Là, vous avez vous voyez, ce sont des ennemis de classe, on pourrait dire. Il y en a un qui se méfie de ce qui lui arrive, et elle se méfie du fait que lui se méfie. Voilà. Et puisqu'ils sont en train de se duper de lui. Donc, ils ont tous les deux le teint albâtre, bien d'une grande blancheur, d'une grande innocence, on pourrait dire, même si c'est pas le cas. Et si tu compares avec la bohémienne qui est là, il n'y a pas seulement un contraste ethnique, hein. Il y a un contraste d'âge qu'on retrouvait déjà énormément chez quelqu'un comme Caravage. Quand je vois l'assassinat de Judith, de Holoferne par Judith, on voit bien que là, il y a un contraste entre la peau porcelainée de cette jeune femme qui est faussement innocente et la peau ridée comme du bois calciné de la vieille à côté. Donc il y a encore cette même dialectique qu'on trouvait déjà chez Caravage. Mais il va se détacher de Caravage et je suis obligé de continuer. Parce qu'en 1935, on avait commencé en 1620, maintenant on est en 1635, et là les tableaux vont tous devenir, à partir de 1635, jusqu'à les 15 dernières années de sa vie, ils vont devenir nocturnes. Ça veut dire que ça se passe même pas dehors, il n'y a pas la lumière de la lune, ça se passe dedans, et donc il y a des bougies, il ne peut pas y avoir autre chose, puisqu'il n'y a pas d'électricité à l'époque. Et il faut voir ce que ça donne que ces tableaux. Regarde-moi déjà cette dame-là. Cette dame, c'est je sais pas comment elle s'appelle, la chercheuse de poux, ou la briseuse de puce, j'en sais rien. Vous voyez qu'évidemment, elle a une bougie, mais vous avez vu son corps, là. C'est pas d'un érotisme torride, c'est d'un catholicisme assez sévère. Il y a même quelque chose d'un peu étrange à regarder son corps qui est tout en cire, vous voyez, son ventre gonflé, ses seins aplatis, ça rigole pas. Et puis, pareil pour ces tableaux, tous plus beaux les uns que les autres, qui sont des madeleines repentantes. Madeleine, vous savez qui c'est? C'est la fameuse Madeleine.
qui a une vie un peu dévoyée. Et puis tout d'un coup, elle dit ça suffit. Et ça suffit, il faut maintenant que je me recueille sur ma propre misère d'être humain. Elle a donc un crâne sur les genoux, comme toutes les Madeleines. Et là, un coup, c'est une lampe à huile. Regardez les deux visages, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. Comment est-ce qu'il fait alterner les visages, là, comme ça. Il les fait bouger, continue encore. Et puis, un coup, là, vous avez une lampe à huile. Et là, vous avez deux bougies. Ce ne sont pas deux bougies. C'est une bougie avec son reflet dans le miroir. Pourquoi il y a un miroir? Puisque justement, elle a abandonné sa vie de coquette. Et le miroir était le symbole de sa coquetterie passée, sur lequel elle dit « c'est suffit, ça suffit ». Et c'est pour ça qu'elle a même délaissé les colliers de perles qui sont là. Bref, il s'agit d'une école de l'austérité. Nous sommes au XVIIe siècle. C'est magnifique dans ces deux tableaux, mais c'est également... Regardez, il faut toujours se poser la question, où est la bougie? Voilà. Alors là, elle est évidemment là, même s'il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule. Elle est évidemment là. Regarde à droite, là. Tu vois, la bougie, elle se cache derrière le crâne. C'est magnifique, ça aussi. On voit même pas le crâne, on voit juste une masse comme ça, noire. Et puis, si je regarde de l'autre côté, là, il s'agit sans doute de Joseph avec un ange. Oui, c'est un ange sous les traits d'une jeune petite fille. Et donc, c'est Joseph, le père putatif du Christ. Comme vous savez, où est-ce qu'elle est la bougie? Vous l'avez vu, la bougie. Sauf que là, elle est trop géniale, la bougie, là. C'est juste un bâton de cire, là, qui est magnifiquement dessiné. Et si tu montes un petit peu la caméra, comme je le fais en ce moment, vous voyez quoi? Vous voyez que la main est translucide. La main est translucide. Ça, il y a très peu de tableaux dans lesquels la main est translucide. C'est fou. C'est magnifique. Et puis, je continue encore. Et là, je vous montre une sorte de maternité. On pourrait penser une vierge à l'enfant. On pourrait penser une vierge avec le Christ. Il n'y a pas d'auréole. Il n'y a aucun signe de quoi que ce soit de catholique là-dedans. Et pourtant, on est dans une grande mystique, une profondeur mystique, une évidence d'ailleurs, dans ce tableau qui a l'air très simple et qui est assez compliqué quand il s'agit de se demander où est la bougie. Et en effet, regarde où elle est la bougie. Elle est cachée derrière juste le poignet de cette main, très stylisée d'ailleurs, avec une autre main qui se trouve à gauche. Et vous voyez maintenant, non pas le Christ, mais l'enfant. Et là, on arrive à quelque chose où il est arrivé à un sommet de quoi? À un sommet si je compare avec Caravage, du réalisme de Caravage. Mais ce réalisme de Caravage, vous voyez, eh ben, il est doublé d'une stylisation géométrique, qui fait que c'est peut-être plus gracieux encore que Caravage. En tous les cas, si vous voyez, enlève-moi ça, que tu vois bien la bouche, là, regarde-moi la perspective de la bouche, regarde-moi le côté, mais c'est fou, le côté, la perfection, si vous voulez, de ce crâne courbé continue, et puis même, bon, la main est également un peu stylisée là aussi, et le corps du Christ, enfin plutôt de l'enfant, c'est un magnifique cylindre. Je vous dis, conjuguer réalisme et géométrie, ça va être son truc jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est là la grande distinction. Avec Caravage, je continue encore. Vous voyez, il y a un moment où tout se passe en bas. Dans certains tableaux, notamment les derniers tableaux de Caravage, qui sont les meilleurs, ça se passe en bas. En bas, il y a la bougie, il faut la chercher, vous l'avez trouvée. Et qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a une table. Et sur la table, il y a 5 mains, 5 bras. Mais c'est un désert des Tartares, cette main. C'est-à-dire qu'on dirait comme un paysage de Giorgio de Chirico, évidemment bien mieux que Giorgio de Chirico. On est à la hauteur des dés qui font à peine 1 cm ou 12 mm de haut, vous voyez. Et regardez maintenant, dans cet univers incroyable, il a osé faire ce reflet sur la table, là. Mais c'est incroyable, ce reflet sur la table. Mais c'est magnifique. Et continue à droite, et si tu vois bien, on va passer peut-être au plus beau tableau qu'il ait jamais peint. C'est celui de Saint-Pierre. Tout d'un coup, les vieux fous sont des grandes figures de sainteté. C'est fini, les musiciens du début qui peut-être trichaient sur leur cécité. Là, on dirait un idiot du village. On arrive à un niveau extatique de ce que c'est que la sainteté, qui fait que, à nos yeux profanes, on se dit, ben non, c'est un abruti, c'est un abruti. Mais c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. C'est Saint-Pierre qui, évidemment, est pétri de remords, comme on le savait. Je rentre pas dans l'histoire parce que j'ai pas le temps de la raconter, etc. Et vous voilà là encore que la lumière est en bas. Et la lumière est en bas, à côté de la lanterne, dans laquelle il y a évidemment une bougie, et dans laquelle il y a quoi? Il y a cette chose tellement magnifique, et qui fait que finalement, il est peut-être meilleur que Caravage. C'est qu'il y a juste, vous voyez, on n'a jamais vu un tibia frappé, mangé par la lumière d'une bougie aussi fortement, et c'est juste un cylindre. Il a donc bien allié géométrie et réalisme. C'était Georges Latour. Merci. Bravo. Bravo Hector Balck. Merci infiniment. On va proposer à Charlie de mettre en musique le grand intérieur rouge de Matisse. Qu'est-ce qui t'inspire ce tableau, Charlie? Déjà, je vais le regarder.
Voilà, bon, eh bien on va voir. C'est ça le but de l'improvisation, c'est de ne pas savoir. Alors c'est une improvisation. Camille, si vous voulez à n'importe quel moment aller chanter avec Charlie, vous êtes la bienvenue. C'est presque un ordre. C'est OK pour toi, Charlie? Bah évidemment. On va rendre hommage un tout petit peu, tiens d'ailleurs, à ça. Je trouve qu'on est très coordonnés tous les deux. On va rendre hommage au fil qui était ainsi et pas autrement. Merci infiniment à tous les deux, c'était absolument sublime. Tout de suite, on va ralentir le rythme et prendre le temps de la contemplation, direction le musée d'art moderne de Paris pour découvrir Rythme numéro 1. C'est le nom d'une œuvre signée d'un pionnier de l'abstraction au XXe siècle, Robert Delaunay. Vous allez voir, c'est fascinant. Le meilleur de la Grande Galerie francophone, c'est terminé. On se retrouve en replay sur l'application TV5 Monde Plus. Et quand vous le voulez sur les réseaux, à suivre sur notre antenne, évidemment le 64 minutes. À la semaine prochaine.